Bonjour, je me présente. Je suis Mourad Aissaoui, professeur principal émérite, grade exceptionnel. J'exerce au lycée Zahrouni à Tunis 2. J'appartiens à l'équipe des SVT, encadrée par Mme Nejia Dridi, inspectrice générale. La leçon d'aujourd'hui, du premier thème, reproduction humaine et santé, chapitre 2, la fonction de reproduction chez la femme. Vous avez déjà étudié dans la séance précédente avec mon collègue Jamel Babaye la relation entre les ovaires et l'utérus. Pour se rappeler ces notions, ce premier document représente le cycle ovarien. On va nommer les différentes structures ainsi que les phases de ce cycle. La première structure, c'est un follicule tertiaire. La deuxième, follicule mûr. 3, follicule mûr rompu. 4, corps jaune. 5, corps jaune dégénéré. La première phase est une phase folliculaire, c'est une phase pré-ovulatoire. Et après l'ovulation, c'est la phase lutéale, donc post-ovulatoire. Le deuxième document représente l'action des hormones ovariennes sur l'endomètre. Donc, juste après la menstruation, au cours de la phase post-menstruelle, les estrogènes sécrétés par les ovaires stimulent l'augmentation de l'épaisseur, la formation des glandes en tube et l'allongement des vaisseaux sanguins. Ensuite, au cours de la phase prémenstruelle, la progestérone associée aux estrogènes stimule la ramification des glandes en tube, la spiralisation des vaisseaux sanguins, ce qui donne la structure de la dentelle utérine, puis la sécrétion du mucus. Alors, ce tableau représente les résultats des examens et d'observations cliniques. On va exploiter ces résultats en vue de dégager la problématique de cette leçon. Le premier examen, c'est un dosage des hormones ovariennes d'une femme stérile. On va exploiter donc ce résultat. Donc, on remarque dans ce résultat que le taux des hormones ovariennes est très faible et constant tout le long du cycle avec absence de pic. Donc, la déduction, le cycle ovarien chez cette femme est bloqué. Un deuxième examen effectué chez la même femme, il s'agit d'une injection d'extrait d'autres organes à cette femme et dosage des hormones ovariennes. Voici le résultat. Ce résultat montre une variation des hormones ovariennes avec présence des pics d'estrogène et de progestérone. Il s'agit donc d'une sécrétion normale, ce qui montre qu'il y en a une reprise de l'activité des ovaires. Donc, la déduction, le fonctionnement cyclique des ovaires est contrôlé par d'autres organes. Pour identifier ces organes, on va utiliser cette observation clinique. C'est une lésion au niveau de l'hypophyse ou de l'hypothalamus, entraîne les mêmes effets que l'ovariectomie, particulièrement l'arrêt du cycle sexuel. Donc, à partir de cette observation, on peut poser la question suivante. Quel est le rôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire? Donc, il s'agit de la problématique de notre leçon. Rappelons que l'hypophyse est une glande située à la base du cerveau. Elle est reliée à l'hypothalamus par la tige hypophysaire. Le noyau arqué de l'hypothalamus renferme des neurones dont les prolongements sont en contact avec les capillaires sanguins de la tige hypophysaire. Donc, l'ensemble constitue l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors, pour déterminer le rôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire, on va passer par les étapes suivantes. Voici le plan de notre séance d'apprentissage. La première étape, c'est une mise en évidence. La deuxième étape, mode de sécrétion des hormones hypophysaires. Troisième étape, action des hormones hypophysaires. Et on terminera cette séance par une évaluation. Alors, on va commencer par la première étape de cette leçon, c'est-à-dire la mise en évidence. Pour cette raison, on va exploiter une série d'expériences. Le tableau ci-dessous représente les résultats d'une série d'expériences
réalisés sur des souris femelles. On va exploiter ces résultats en vue de déduire le rôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire. La première expérience, une hypophysectomie, c'est-à-dire ablation de l'hypophyse chez une femelle, une souris femelle. Comme vous voyez dans le document, donc on a une ablation de l'hypophyse. Rappelons que l'ablation de l'hypophyse permet de déterminer le rôle de l'organe, dans notre cas, le rôle de l'hypophyse. Le résultat, atrophie des ovaires et disparition des cycles ovariens et utérins. Donc la déduction, l'hypophyse contrôle le développement et le fonctionnement des ovaires et de l'utérus. La deuxième expérience, à la même femelle, on injecte des extraits hypophysaires, cette femelle qui est hypophysectomisée. Des extraits hypophysaires, c'est-à-dire des substances extraites de l'hypophyse. Le résultat, développement des ovaires et reprise des cycles chez cette femelle. Rappelons que les expériences d'injection et même les expériences de greffe nous permettent de déterminer le mode d'action de l'organe, c'est-à-dire dans notre cas, le mode d'action de l'hypophyse sur les organes cibles. Donc, à partir de ce résultat, on peut en déduire que l'hypophyse agit sur les ovaires par l'intermédiaire des substances transportées par voie sanguine. Il s'agit donc d'une action hormonale. L'expérience 3, injection d'extrait hypophysaire à une femelle hypophysectomisée et ovarie ectomisée. Comme vous voyez dans le document, donc il y a ablation de l'hypophyse et ablation des ovaires. Le résultat, aucun effet sur l'utérus. Donc, on peut dire que l'hypophyse agit directement sur les ovaires et indirectement sur l'utérus. La quatrième et la dernière expérience dans cette série, destruction chez une autre femelle d'une zone de l'hypothalamus. L'hypophyse est intacte ainsi que les ovaires sont intacts. On détruit juste quelques zones de l'hypothalamus. Le but de l'expérience, c'est pour déterminer le rôle de l'hypothalamus. Le résultat, arrêt des cycles ovariens et utérins. Donc, on peut dire que l'hypothalamus contrôle les cycles ovariens et utérins. Alors, d'après cette première étape, c'est-à-dire à partir de ces résultats, on peut récapituler cette mise en évidence à montrer que le fonctionnement des ovaires est sous le contrôle direct des hormones hypophysaires et que l'hypothalamus contrôle le fonctionnement des ovaires. Donc, dès le résultat de la première étape, on va passer à la deuxième étape, c'est le mode de sécrétion des hormones hypophysaires. Donc, rappelons tout d'abord que l'hypothalamus est exactement le noyau arqué de l'hypothalamus, renferme des neurones. Les prolongements, comme on a dit, sont en contact avec les capillaires sanguins de tige hypophysaire. Ces neurones sécrètent une substance qui est transportée par les capillaires sanguins de la tige hypophysaire vers les cellules de l'hypophyse antérieure. C'est la GnRH ou gonadolibérine. Il s'agit d'une substance, c'est la gonadolibérine ou GnRH. Les cellules de l'hypophyse antérieure sécrètent deux substances. Il s'agit de FSH et LH. Ce sont des gonadostimulines. Alors, pour déterminer le mode de sécrétion de ces hormones, on va exploiter le document 12, page 40 du manuel scolaire. Ce document représente la variation du taux plasmatique de GnRH, de FSH et de LH au cours d'un cycle sexuel. Ce document 12, donc, nous permet de, à partir d'une analyse, de dégager la relation entre la sécrétion de GnRH et celle de LH et de FSH et de préciser le mode de sécrétion de ces hormones. Donc, on va commencer par l'analyse pour déterminer la relation entre le GnRH et les hormones hypophysaires et pour préciser le mode de sécrétion de ces hormones. Rappelons que l'analyse, c'est une lecture détaillée et précise du document. On va commencer par le mode de sécrétion de la GnRH, toujours dans le même document, qui montre la variation de la GnRH. Cette variation montre que le taux
de GnRH et varie selon le jour de cycle et présente un pic au moment de l'ovulation. Au cours de la phase folliculaire, les mesures de la sécrétion pendant 10 heures ont montré que la sécrétion est discontinue. Ainsi, on remarque des pulses de sécrétion. Au cours de cette première phase, c'est-à-dire au cours de la période numéro 1, la phase folliculaire, la fréquence des pulses est 2 pulses par 180 minutes, le taux de 1 à 2 picogrammes par millilitre. Au moment de l'ovulation, la sécrétion est toujours pulsatile, mais la fréquence augmente et atteint 4 pulses par 180 minutes et le taux aussi augmente de 2 à 4 picogrammes par millilitre. Au cours de la phase lutéale, on a aussi une sécrétion pulsatile de la GnRH, mais à une fréquence plus faible, un pulse chaque 180 minutes, et le taux diminue de 1 à 2 picogrammes par millilitre. Donc, à partir de ce document, on peut dire que la sécrétion de GnRH est pulsatile et que la fréquence et l'amplitude des pulses varient selon le jour du cycle et augmentent au moment de l'ovulation. Pour le mode de sécrétion de FSH et LH, ce document montre la variation de ces deux hormones hypophysaires. On remarque que cette variation se répète d'une manière périodique. Chaque période de 28 jours, donc c'est la même variation. Donc on peut dire qu'il y en a un premier cycle, puis un deuxième cycle, c'est-à-dire que la sécrétion de ces hormones est cyclique. Donc la sécrétion des hormones hypophysaires chez la femme est cyclique. Toujours, on parle de la sécrétion de FSH et LH, mais au cours d'un seul cycle. Au cours de ce cycle, toujours c'est le document 12, représente la variation de FSH et LH. On commence par l'analyse de la FSH. Donc la FSH est variable tout le long du cycle. Le taux de cette hormone est variable. Et on remarque qu'il y en a un premier pic au début du cycle, vers la fin de la première semaine, et ce pic atteint environ 25 milliunités par millilitre, suivi par un deuxième pic un jour avant l'ovulation, et ce deuxième pic atteint 30 milliunités par millilitre. La LH, elle est aussi variable tout le long du cycle et présente un seul pic de sécrétion qui atteint 100 milliunités par millilitre un jour avant l'ovulation. Donc, par le même document, on va déterminer la relation entre GnRH et les hormones hypophysaires. Donc, au moment de l'ovulation, on remarque que le pic de GnRH est suivi par un pic de LH et un pic de FSH. Ceci montre que la GnRH stimule la sécrétion de LH et de FSH. Au début du cycle, c'est la période A, c'est-à-dire au cours de la phase folliculaire, lorsque la fréquence des pulses de GnRH est faible, on remarque donc dans cette période que chaque pulse de GnRH est suivi par un pulse de FSH. Donc, au début du cycle, la faible fréquence des pulses de GnRH stimule la sécrétion de FSH. Au moment de l'ovulation, c'est la période B notée dans ce document, lorsque la fréquence des pulses est élevée, on remarque que chaque pulse de GnRH est suivi par un pulse de LH. Donc, la fréquence élevée de GnRH stimule la sécrétion de LH au cours de cette période, c'est-à-dire au moment de l'ovulation. Donc, d'après cette relation entre les hormones, on va récapituler. Ce document a montré que le fonctionnement de l'hypophyse est cyclique, le taux de FSH et LH est variable et présente des pics de sécrétion. La GnRH stimule la sécrétion de LH et de FSH. Et on a montré aussi que la sécrétion de la neurohormone GnRH est pulsatile. Passons à la troisième étape de notre séance d'apprentissage, au cours de laquelle on va dégager l'action des hormones hypophysaires. Pour cette raison, on va exploiter le document 13, page 41 de notre manuel
scolaire. Ce document représente la variation des hormones FSH et LH ainsi que l'évolution des structures ovariennes, follicules et corps jaune au cours d'un cycle sexuel. Alors, on va mettre en relation l'évolution du taux des hormones hypophysaires avec l'évolution des structures ovariennes en vue de déduire les effets de ces hormones sur les structures ovariennes. Donc, on commence par le début du cycle. Au cours de la première semaine du cycle, l'ovaire présente des follicules tertiaires. On remarque à cette période qu'il y en a un pic de FSH accompagné par une légère augmentation du taux de LH. Ceci montre que ces deux hormones, FSH et LH, stimulent les follicules tertiaires, ce qui entraîne une croissance de ce follicule. L'un de ces follicules, appelé follicule dominant, donc subit un accroissement plus rapide et augmente la sécrétion de stradiol. Pour préciser l'action de LH-FSH sur les follicules tertiaires au cours de cette période, on représente ici une cellule de la thèque interne et une cellule de la granulosa du follicule tertiaire. Donc, sous l'effet au début de la LH, qui se fixe sur des récepteurs membranaires spécifiques au niveau de la cellule de la thèque interne, cette fixation, la formation de complexes récepteurs-hormones, permet la production des androgènes. Ces molécules migrent vers les cellules de la granulosa, les cellules folliculaires de la granulosa. Ensuite, sous l'effet de la FSH, la deuxième hormone hypophysaire, qui se fixe aussi sur des récepteurs spécifiques membranaires au niveau des cellules de la granulosa, cette fixation permet, à partir des androgènes, la synthèse des estrogènes. Ces hormones sont sécrétées dans les capillaires sanguins. Donc, la sécrétion des estrogènes fait intervenir les deux hormones hypophysaires, LH et FSH. Donc, au cours de cette période, c'est-à-dire au début du cycle, la FSH associée à la LH agit sur le follicule tertiaire et stimule la croissance folliculaire et la sécrétion des estrogènes. On continue l'exploitation du même document. Donc, au cours du cycle, le follicule dominant subit une croissance et atteint la maturité 2 jours avant l'ovulation et augmente encore la sécrétion de l'estradiol. Quelques heures après, on remarque l'apparition d'un pic de LH et un pic de FSH. Ceci montre que ces hormones hypophysaires, c'est-à-dire LH et FSH, agissent sur le follicule tertiaire. Ces hormones, donc, vont assurer la rupture de ce follicule et l'expulsion du gamète, c'est-à-dire l'ovocyte 2, bloqué en métaphase 2. Donc, au cours de cette période, c'est-à-dire 24 heures avant l'ovulation, la LH accompagnée de FSH stimule la reprise de la myose de l'ovocyte, donc qui va terminer la première division de la myose et commence la deuxième division qui se bloque en métaphase 2. Ainsi que ces hormones stimulent le détachement de l'ovocyte des cellules folliculaires. Ensuite, la rupture de follicule mûr et l'expulsion du gamète. On continue l'exploitation de ce document. Juste après l'ovulation, le reste de follicule mûr et sous l'effet de la LH subit une luteinisation et une multiplication des cellules. Ainsi, on obtient un corps jaune. Ce corps jaune commence la sécrétion de progestérone puis d'estrogène de nouveau. Et ce corps jaune se développe pendant quelques jours, atteint le maximum de développement 7 jours après l'ovulation et en absence de fécondation, le corps jaune dégénère. Donc, au cours de la phase lutéale, la LH stimule la luteinisation des follicules, la sécrétion de progestérone et d'estradiol. Alors, pour récapituler cette étape,
L'ovaire au début du cycle renferme des follicules tertiaires. À ce moment, l'hypothalamus sécrète la neurohormone GnRH qui stimule l'hypophyse antérieure. Ainsi, l'hypophyse sécrète un pic de FSH accompagné par un pic de LH. Ces deux hormones stimulent les follicules tertiaires, un groupe de follicules tertiaires, environ une dizaine de follicules tertiaires. Ainsi, on a recrutement de quelques follicules. Ces follicules s'engagent dans une croissance. L'un de ces follicules, appelé follicule dominant, donc qui se développe et commence ou bien augmente la sécrétion d'estradiol. Ensuite, ce follicule dominant continue l'évolution et 2 jours avant l'ovulation atteint la maturité. À ce moment-là, donc quelques heures après la maturité du follicule, l'hypophyse sécrète un pic de LH accompagné par un pic de FSH. Ces deux hormones agissent sur le follicule mûr et permettent le déclenchement de l'ovulation, c'est-à-dire rupture de follicule mûr et expulsion de l'ovocyte 2. C'est l'ovulation. Juste après l'ovulation, et sous l'effet de la LH, le reste de follicule mûr se transforme en corps jaune. Donc le LH a stimulé la luteinisation des cellules. Ce corps jaune sécrète la progestérone puis de l'estradiol. Et à la fin du cycle, s'il n'y a pas fécondation, le corps jaune dégénère et la sécrétion d'estradiol et de progestérone diminue. Alors on termine cette séance d'apprentissage par une évaluation. Des examens échographiques des ovaires ont été réalisés chez une femme stérile avant et après l'injection d'hormones hypophysaires. Un premier examen, c'est l'échographie des ovaires chez cette femme, donne ce résultat. Donc, à partir de l'exploitation de ce résultat, proposez 2 hypothèses possibles pouvant être à l'origine de la stérilité de cette femme. Un deuxième examen, injection d'une hormone H1, puis échographie des ovaires, donc a donné ce résultat. Un troisième examen, chez la même femme, injection d'une hormone H2, puis échographie des ovaires, a donné ce résultat. À partir de ces 2 derniers examens, on va exploiter ces résultats en vue de identifier les hormones injectées H1 et H2 et de préciser la cause à l'origine de la stérilité. On revient donc à l'examen numéro 1. Donc, et on va effectuer une exploitation. L'exploitation, c'est une lecture qui n'est pas précise et qui va donner une information qu'on peut l'utiliser pour répondre à cette question. D'après cette échographie, on remarque que les ovaires de cette femme renferment tous les types de follicules, sauf le follicule mûr. Ceci montre que le cycle ovarien de cette femme est bloqué. Donc, on remarque qu'il y en a le follicule primaire, secondaire et tertiaire, mais on remarque l'absence de follicules mûrs d'après cette échographie. Donc, les hypothèses qu'on peut le formuler, la première hypothèse, une anomalie au niveau des ovaires. La deuxième hypothèse, une anomalie au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Le deuxième examen a donné ce résultat. Toujours dans ce résultat, on remarque la présence de follicules primaires, secondaires et tertiaires et absence de follicules mûrs. Donc, l'exploitation, suite à l'injection d'une hormone H1, c'est une hormone hypophysaire, on remarque la présence des mêmes structures ovariennes, c'est-à-dire la présence des follicules mûrs. Donc, on peut en déduire d'après cette exploitation que cette hormone hypophysaire, c'est-à-dire H1, lorsqu'elle est seule, n'a pas d'effet sur les structures ovariennes. L'examen 3, on injecte une hormone H2, puis échographie. Cette échographie montre la présence
avec les follicules secondaires et tertiaires la présence de follicules mûrs ou bien follicules de greffe. Donc, l'exploitation, suite à l'injection d'une hormone H2, on remarque l'apparition d'un follicule mûr. Ceci montre que H2 stimule la croissance des structures ovariennes. À partir de cette exploitation, on va identifier les hormones H1 et H2 et on va vérifier l'une des deux hypothèses formulées au cours de la première question. Donc, on a montré d'après l'exploitation que la première hormone H1, cette hormone hypophysaire, lorsqu'elle est seule, n'a pas d'effet sur la croissance des follicules. Donc, cette hormone est la LH. Alors que, suite à l'injection de H2, on a montré que cette deuxième hormone stimule la croissance des follicules. Donc, il s'agit de la FSH. Donc, je vous rappelle des deux hypothèses. On a dit que l'hypothèse 1, c'est une anomalie au niveau des ovaires. L'hypothèse 2, c'est une anomalie au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire. D'après les deux examens 2 et 3, on a montré que l'injection d'une hormone hypophysaire provoque une stimulation des ovaires. Donc, les ovaires fonctionnent lorsqu'ils subissent l'action des hormones hypophysaires. Ceci montre que la première hypothèse est à rejeter. Donc, l'hypothèse vérifiée, c'est l'hypothèse 2, c'est-à-dire une anomalie au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ainsi, on a terminé la séance d'apprentissage. Merci, chers élèves, infiniment de votre attention et à la séance prochaine.